Touchant un peu moins de 10% de la population, l'anxiété sociale peut être un enfer. Se sentir observé de toutes parts, avoir l'impression d'être jugé en permanence, avoir honte de choses que les autres n'auront très probablement même pas remarquées et surtout qui n'ont rien de honteuse, ces manifestations peuvent être diverses et surtout envahissantes. L'être humain est un animal social. Le contact avec l'autre est un besoin ancré au plus profond de nous. Or, quand des tourments rendent ce besoin impossible à satisfaire, cela ne peut être sans conséquences. Palpitations, maux de ventre, tremblements, rougissements, tout ça conduit petit à petit à éviter toute situation sociale, au risque d'un isolement, d'une perte d'emploi, d'une dépression, et au final, somme toute, d'un handicap majeur. L'automédication par l'alcool ou les autres drogues peut parfois être utilisée pour lutter contre ces symptômes, mais ces consommations amènent avec elles d'autres problèmes. Des traitements efficaces existent et il est possible d'aller mieux. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Guillaume, un jeune homme qui a déclaré une anxiété sociale suite à une violente agression. La dépression n'a pas tardé à lui emboîter le pas. Il a réussi à faire de ses vulnérabilités une force qui le motive au quotidien, à faire ce qu'il aime. Parler de musique, sur sa chaîne YouTube, où il est connu sous le nom de Popslay. Si vous ressentez un malaise important et que vous ne savez pas comment en sortir, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé ou à appeler le 3114 ou le 15 en cas d'urgence. Aussi, si vous ne vous sentez pas bien aujourd'hui, nous vous invitons à reporter votre écoute ou à être accompagné dans ce moment. Vous écoutez le premier épisode de la saison 2 des Mots Bleus, un podcast de Place des Sciences. Merci de votre fidélité. Bonne écoute. Bonjour Guillaume. Bonjour Mickaël. Merci d'avoir accepté mon invitation à participer à cette émission. Avec plaisir. Donc, on va parler aujourd'hui de phobie sociale et de dépression. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire avec tes propres mots, pour commencer, ce que c'est la dépression ? La dépression, c'est assez vague en fait. Je pense que chacun le vit à sa manière. C'est drôle que tu dises avec tes propres mots parce que je pense qu'on a tous une définition différente. En tout cas, moi, comment je la vis aujourd'hui, je l'appréhende d'une manière plutôt différente d'il y a quelques mois. Mais c'est de la fatigue, c'est de la tristesse, c'est une perte de motivation, ne plus arriver à passer à l'action. C'est un état un peu flou aussi et c'est une grande tristesse qui t'empêche aussi de voir des gens, la perte de l'interaction avec les gens, perte de libido. C'est aussi... en fait, il y a plein de choses qui gravitent autour de la dépression et ça peut être très complexe à définir et ça revient aussi parfois, c'est peut-être aussi par cycle. Et en ça, c'est une maladie qui est très complexe. Et pour ce qui est de la phobie sociale, si tu devais aussi la décrire brièvement, ce serait quoi ? Enfin, si je devais définir ça de manière générale, je dirais que c'est la peur des gens, la peur de l'interaction avec les gens. Mais c'est vrai que dans la phobie sociale, il y a plein de phobies en fait qui gravitent autour de tout ça et des phobies sous-jacentes en fait, parce qu'il y a la phobie sociale, mais il y a aussi l'agoraphobie, il y a aussi la peur des transports, la peur d'être enfermé, la peur du regard de l'autre, la dévalorisation de soi, l'impression de ne pas être présent à l'instant T, les troubles de la concentration. Donc en fait, il y a plein de choses qui englobent ça. Et je pense qu'encore une fois, chacun le vit de manière différente. Et concernant ces deux troubles, la dépression, la phobie sociale, si tu devais leur associer un mot ou une image, une métaphore, ce serait quoi ? Une barrière, je pense. En fait, j'ai toujours l'impression que ça m'a empêché de faire des choses. Je dis une barrière parce que en fait, ça te bloque dans ta vie et le plus difficile à accepter, en tout cas pour moi, ça a été que ça t'empêche d'être toi-même, d'oser faire des choses. Et en fait, tu deviens la maladie plus que... Enfin, déjà, tu l'as subie, ce qui est déjà quelque chose. Mais en plus de ça, tu deviens ta dépression, tu deviens ta phobie sociale parce qu'elle prend le dessus, en fait, dans ton quotidien. Elle t'empêche de voir les gens que t'aimes, elle t'empêche de faire des choses que tu aimes. Et c'est pour ça, pendant longtemps, en fait, j'ai eu... et je l'ai encore parfois aujourd'hui, mais beaucoup moins parce que je suis sur une voie plutôt positive pour me remettre de tout ça. Mais... j'ai eu longtemps l'impression d'être, tu vois, un peu dans un train et regarder juste par la fenêtre et voir ma vie défiler de toutes les choses que j'aurais pu faire et que aujourd'hui je suis dans l'incapacité de faire à cause de ces troubles. Et donc c'est pour ça que je dirais, ouais, une barrière.
Et du coup, chez toi, qu'est-ce qui s'est fait manifester en premier, la dépression ou la phobie sociale? La phobie sociale. Pour ma part, ça s'est déclaré en 2013, donc à cette époque-là, j'avais, je crois, 21 ans et c'est suite à une agression, très, violente et traumatique, pour moi qui m'a laissé, quelques séquelles, mentales, mais en fait qui sont arrivées, pas si rapidement que ça en fait, parce que c'est survenu au mois d'août. Une agression qui s'est faite par des coups. En fait, j'ai été suivi, j'ai reçu des coups et des strangulations qui étaient très fortes. Ce qui est fou, c'est que c'est un événement qui est passé à une vitesse folle. Enfin, c'était comme une tornade, mais à la fois, c'était très long. Ce soir-là, j'étais, inhibé par l'alcool. Je dis pas que c'est une bonne chose, mais peut-être que ça m'a permis de pas prendre conscience sur, l'instant de ce qui se passait réellement et je me suis laissé faire, en fait, parce que j'ai juste cerné plusieurs ronds, plusieurs visages et j'ai très vite compris que je ne pourrais rien faire et sur le coup, tu te laisses faire, sauf qu'au moment où tu reçois les coups et que tu te sens relevé et que tu es contre un mur et que tu as des 2 mains autour de ton cou, là, tout simplement, j'ai cru que j'allais mourir et c'est vrai que quand vient un événement comme ça, on pense que, enfin, on dit toujours qu'on voit sa vie défiler. Et moi, je me rappelle penser à ma petite sœur, à mon chat, à mes parents, à mon frère et à ma sœur. Et j'ai juste pensé aux gens que j'aime, en fait, et je me suis dit, OK, c'est la fin et c'est comme ça, tu peux rien faire, quoi. Et je me suis réveillé quelques temps plus tard, Dieu merci. Je sais pas, en fait, si j'ai dû perdre connaissance parce qu'il y a eu une espèce de trou entre les deux qui devait pas être très long parce il faisait encore nuit, mais il faisait pas non plus. Enfin, le soleil commençait vaguement à se lever. J'ai dû perdre connaissance, je pense, mais je sais pas si j'ai perdu connaissance de peur ou de douleur, mais je sais que la pression était si forte. Et donc, suite à ça, j'ai rejoint mes parents parce que j'étais en stage à Barcelone à l'époque et j'ai pas pu terminer les quelques mois que j'avais à faire là-bas. Le moment où j'ai réalisé ce qui s'était réellement passé, au-delà du fait d'avoir été aux urgences, à la police, où tu racontes ce qui s'est passé, à ce moment-là, je réalise pas encore, mais c'est au moment où je l'ai annoncé à ma mère, le moment où je lui dis que dans sa voix, je sens elle s'effondre, c'est vraiment là où j'ai commencé à réaliser, à pleurer et en fait, c'est la réaction de ma mère qui m'a le plus, marqué et c'est là que j'ai compris que ce qui s'était passé était, assez lourd. Et ce n'est que quelques mois plus tard, je dirais mois de septembre, octobre, où lorsque j'ai fait ma rentrée, à l'époque j'étais à Lyon, où j'ai commencé à changer d'attitude, tu vois? Je sentais que j'ai toujours été un peu timide et plutôt réservé, mais là, c'était une timidité qui était assez extrême dans le sens où quand je parlais à des gens, j'arrivais pas à les regarder dans les yeux, j'avais le regard fuyant et je commençais à faire ce qu'on appelle des évitements. C'est-à-dire que pour tout simplement éviter l'angoisse, je partais, j'évitais les personnes qui étaient susceptibles de me parler. Si je devais aller à une soirée, c'est simple, je disais que je ne pouvais pas. Pour aller à l'école, pour aller, à des endroits, je prenais systématiquement un taxi et là, je me suis dit: «Waouh, tu pars un peu loin» et je pense que c'est à partir de ces événements, en fait, que j'ai réalisé qu'il y avait peut-être un problème. En fait, ces troubles ont tout simplement commencé à s'amplifier et c'est là que j'ai pris conscience qu'il y avait un problème. C'est là aussi que j'ai commencé à mettre un mot sur, tout ce que représentaient ces actions et c'est là aussi que j'ai commencé à vouloir, voir quelqu'un pour, traiter ça. Donc tu l'as dit, c'est quand, les troubles sont devenus, une souffrance trop importante que tu t'es rendu compte qu'il fallait, consulter. Mais cette souffrance justement, si on essaie de se l'imaginer, elle ressemble à quoi? Quand, tu dis que tu évitais par exemple les situations où tu devais, rencontrer des personnes, leur parler, il se passe quoi dans ta tête à ce moment-là quand tu te dis, «Là, il faut que je sorte, il faut que j'aille voir quelqu'un» et qu'est-ce qui se passe? Alors ça dépend les situations, ça peut être par exemple lorsque je suis dans le métro. En plus de ça, à cette période, en plus des troubles, qui se passaient dans ma tête, et dans mon esprit, il y avait aussi les troubles physiques, c'est-à-dire que des actions, enfin des événements traumatiques comme ça peuvent avoir des effets certes sur ton physique sur, le court terme, on te tape, il y a du sang, mais sur le long terme, il peut se passer aussi des choses et ton corps peut aussi réagir. En l'occurrence, moi, c'était une poussée d'acné, une grosse poussée d'acné qui m'a beaucoup surpris parce que, généralement l'acné, tu en fais, lorsque tu es ado et c'est qu'après que j'ai fait le rapprochement que ce genre d'événement pouvait générer chez ça dans le corps
des situations où je me suis dit, il faut que je sorte. Donc là, je repense au mois de 2013, mais quelqu'un me parlait. T'arrives plus à respirer, la sensation de suffoquer, tu trembles, tu commences à suer aussi beaucoup. Et ça devient grave, quoi. Si tu ne quittes pas cette situation, il va se passer un truc horrible, quoi. Et ça peut être aussi lorsque je suis seul dans la rue, parfois des crises d'angoisse dans la rue, et je pensais dans ma tête, j'avais toujours cette idée que j'allais tomber dans les pommes. Et j'étais sûr de moi, hein, c'était sûr et certain, j'allais tomber dans les pommes, il allait se passer quelque chose de grave, alors que physiologiquement, ce n'est pas possible. Mon psy me l'a expliqué, mais c'est vrai que j'avais ces idées-là, et j'ai commencé aussi à avoir des pensées obsessionnelles. Un truc tout bête, hein, mais enfin, qui est complètement lié. Mais par exemple, lorsque j'attendais le métro, les peu de fois où je le prenais cette période, je me disais, imagine, je saute sur là. C'est quelque chose que je n'aurais jamais fait. Je n'ai pas eu d'idée suicidaire, mais je restais avec ces idées qui devenaient assez obsessionnelles et folles. Et c'est là que je me suis dit, waouh, ça part trop loin, toutes ces choses qui se passent. Tu commences à en avoir honte, donc tu n'en parles pas forcément à tes amis. Et je me suis dit, il faut que j'en parle à un psy. C'est là que j'ai commencé à me renseigner sur ces troubles, et j'ai trouvé le terme phobie sociale qui lui aussi fait peur, parce que tu te dis, j'ai peur des gens, ce n'est pas normal, ce n'est pas moi, je me reconnais pas dans ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'écrire une lettre en fait à un psy à cette période pour qu'il puisse me recevoir en tant que patient. Et j'ai relu cette lettre récemment, et j'ai vu qu'il y avait un beau chemin qui était parcouru depuis. Pour ce qui est de l'accès aux soins en santé mentale, on sait que ça peut être très compliqué de trouver un professionnel dans sa ville, de trouver un professionnel dans ses moyens aussi, parce qu'on sait que le frein financier peut exister. Toi, comment est-ce que tu as choisi justement ce psychiatre? Alors c'est vrai que c'était très compliqué de trouver quelqu'un qui soit vraiment spécialisé dans l'anxiété sociale, la phobie sociale et l'anxiété généralisée. Donc je voulais absolument quelqu'un qui ait cette compétence. Après, tous les psychologues sont alertes là-dessus, mais c'est vrai que je voulais quelqu'un qui soit spécialisé parce que je pensais que ma situation était irrécupérable. Malheureusement, je n'ai pas pu être suivi par ce professionnel parce qu'il avait justement trop de patients. J'ai été voir plusieurs psychologues. C'est vrai que ça a été compliqué. Après, voilà, je pense qu'il faut trouver aussi la bonne personne. Il faut trouver quelqu'un avec qui tu as un bon feeling. Il ne faut pas non plus se dire que si ça ne passe pas avec un ou deux psychologues, qu'une thérapie n'est pas faite pour toi. Je pense qu'il faut quand même trouver quelqu'un avec qui tu sois en accord et qui puisse permettre de t'aider. Pendant longtemps, donc j'ai fait plusieurs thérapies. J'ai fait de la psychothérapie. J'ai essayé aussi des techniques alternatives, comme alors je me souviens plus le nom, mais la nanothérapie, qui est un dérivé de l'EMDR, je pense, et ça n'avait pas fonctionné. J'avais eu pourtant, en fait, par des stimuli sur tes genoux, comme ça, avec un mouvement des yeux, ça te fait, elle te plonge dans ton inconscient et ça te fait revivre le trauma pour ensuite le faire disparaître de ton cerveau. C'était assez ouf parce que j'avais eu quand même des réactions physiques où je mettais ma tête en arrière et j'avais l'impression d'être étranglé une nouvelle fois. Mais ça n'a pas fonctionné. Et puis, j'avoue, pendant plusieurs années, j'ai lâché l'affaire parce que je me suis dit, ça fonctionne pas. J'ai vu plusieurs personnes et j'avoue ne pas avoir été assidu aussi lors de mes thérapies. J'en ai fait peut-être plusieurs séances, tu vois, une par-ci, une par-là, mais sans pour autant m'y tenir vraiment. Et ça, c'est une erreur et c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Il faut vraiment s'y tenir, même s'il y a le frein financier, effectivement. Et c'est primordial et c'est utile, en fait, donc il faut le faire. Et j'ai recommencé lorsque je suis arrivé à Paris, donc plus récemment, je dirais il y a 3 ans. Donc ça fait longtemps que je vis avec ça et j'ai décidé vraiment à l'approche, enfin tu vois, tu commences à vivre une vie où tu es plus responsable, où tu deviens adulte. J'ai commencé à être dans un état d'esprit où je me suis dit stop, il faut que ça cesse, il faut vraiment que je me prenne en charge et que je sois assidu et que ça cesse, quoi. Et c'est là que j'ai commencé à faire une thérapie cognitive comportementale où en gros on t'apprend je pense que tu connais, je sais pas si ceux qui nous écoutent connaissent, mais ça te permet de rééduquer ton cerveau et de te faire confronter tes peurs et tes angoisses pour qu'elles puissent être désamorcées lors des prochaines expositions. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. J'avais apprécié la dimension non médicamenteuse parce que je voulais pas passer à un médicament et ça m'a beaucoup aidé. Et c'est vrai que tu vois, c'était des situations et des exercices qui te donnent à faire qui sont intéressants. Donc moi, c'était par exemple sortir dehors seul, sans mon téléphone. Pour moi, c'était une angoisse. Il fallait toujours que j'ai quelque chose à la main. Parfois, je devais toujours avoir quelqu'un au bout du fil pour pouvoir me sentir accompagné et pas seul et pas angoissé. Et puis, après, quand tu as fait le tour de ton répertoire, tu simules des appels téléphoniques seul.
Là, je me suis dit, waouh, je pars trop loin. C'est bien qu'après, je me suis dit, bah, pour que ces moments où je parle seul servent à quelque chose, bah, autant parler en anglais, comme ça, j'améliorerai mon anglais. Bref. Et donc, j'ai fait cette thérapie cognitive comportementale où justement, il m'a dit, bah, ok, maintenant tu vas sortir dehors sans ton téléphone et tu vas rester dehors jusqu'à temps que l'angoisse s'en aille. Et effectivement, l'angoisse, après, au bout d'un moment, ça s'affaisse, ça s'apaise et t'es fier, t'es content que ce soit passé et peut-être que les prochaines fois, ça ira mieux. Bon, après, tu rentres chez toi et t'es épuisé parce que c'est quelque chose qui est très énergivore d'être dans des situations où tu confrontes ton angoisse. Puis en fait, là, donc j'ai commencé à faire beaucoup d'efforts et la dépression est venue au mois de fin 2020. Et là, j'étais dans une situation un peu plus grise, voire très sombre. Et donc, c'est là que j'ai décidé de revoir un psychiatre pour accepter cette fois de passer par un médicament. Voilà. Et la première fois, qu'est-ce qui te freinait dans le fait de prendre un médicament ? Je pense que le fait de prendre un médicament, pour moi, c'était la concrétisation de la maladie, peut-être. Se rendre compte aussi qu'elle est réelle, qu'elle est là, c'est le prendre tous les jours, donc ça te rappelle que tu vis avec ça. Et j'avais peur qu'il y ait des effets secondaires, qu'il y ait des effets néfastes sur ma santé et que je vive tout le temps avec ça et que ça devienne un vrai sujet. Mais c'est un sujet, donc je suis content de l'avoir fait parce que ça m'a vraiment aidé. Après, le mieux, c'est faire l'alliance des deux, une thérapie cognitive comportementale et la prise de médicaments, parce que il y a aussi un travail de fond à faire, je pense, en plus du médicament. Et cette psychothérapie, tu l'as suivie pendant combien de temps ? La TCC, je l'ai faite pendant plus d'1 an. C'était une séance par mois. Au départ, c'était une séance toutes les 2 semaines. On faisait des exercices, on faisait le point sur l'avancée. Et puis les entretiens avec le psychiatre, pareil, c'était toutes les 2 semaines au début lorsque ça allait vraiment mal. Et puis maintenant, c'est pour faire le point. Donc là, ça fait depuis novembre 2020 que je vois ce psychiatre. Ce psychiatre, tu as commencé à le voir quand tu as commencé à sentir des symptômes de dépression. Oui. Ces symptômes, c'était quoi ? C'était de la tristesse, de la fatigue, mais une fatigue extrême, la perte d'appétit, perte de libido, une grande tristesse, grande démotivation, plus d'envie en fait de voir même des gens que j'aime. C'est vrai que j'ai eu une période où je me suis mis un peu à dos mes amis et mon cercle social est devenu très maigre. Et certains m'en ont voulu et il a fallu un peu, ce que je peux comprendre aussi, mais il a fallu ensuite que j'explique ce qui s'était passé. Et oui, même se mettre à dos, c'est les gens qui t'aiment, c'est dommage parce qu'ils sont là pour aussi t'aider, pour t'écouter. Donc c'était ça, c'était vraiment une grande tristesse, une perte de motivation, plus envie plus rien qui t'excite, plus rien qui t'anime. Et voilà. Et c'est apparu de quelle manière ? Ça a été brutal ou plutôt progressif ? En fait, ça a été plutôt brutal cette fois-ci, parce que en fait, il y a eu le confinement où j'ai commencé un nouveau job. Donc, c'était le job de mes rêves, dans le label de mes rêves, avec les artistes qui me font kiffer. J'étais trop content. Et puis, j'ai commencé durant le confinement. Donc, pour quelqu'un qui souffre de phobie sociale, je veux pas dire que j'ai vécu le confinement de manière positive, mais en tout cas, c'était plus agréable pour moi de m'adapter à un nouveau rythme de travail, de rencontrer des gens avec la barrière, le filtre de l'écran et les rencontrer ensuite. Bref. Et le choc, je pense que c'est lorsque je suis retourné sur place, quand on a dû retourner dans les locaux, où j'ai de nouveau dû faire face à des regards, à des réunions où tu dois exposer tes idées, où du coup tu es jugé pour tes idées. Je me rappelle, j'avais 2 alternantes avec moi, donc il fallait aussi assurer un rôle un peu de... comment je peux dire ça ? J'aime pas dire manager, parce que j'étais pas du tout à l'aise à l'idée de diriger ou de faire des choses comme ça. Donc je me sentais pas à ma place et j'avais du mal à faire valoir mes idées et j'ai commencé les travers de la phobie sociale ont commencé à reprendre de plus belle, puisque finalement les deux sont liés. Et finalement, c'est devenu tellement angoissant que j'angoissais avant, pendant, mais aussi après. Je dormais plus aussi. J'avais un sommeil très, 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 très mauvais. Et ça n'allait plus. Et je me suis dit, non, je peux pas continuer comme ça. Mais d'un côté, c'était frustrant parce que c'était vraiment le taf que je voulais faire. Et j'avais toujours rêvé d'être dans cette équipe-là. Et
Ouais, c'est frustrant de dire, «Merde, quoi», en fait, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, c'est la maladie qui prend le dessus et tu deviens plus la maladie que que toi, en fait, et elle est plus forte que toi et ça, c'est difficile de l'accepter parfois et c'est là que j'ai commencé à prendre, rendez-vous avec le psychiatre en lui disant que ça n'allait pas du tout et j'ai eu de la chance d'avoir, 2 personnes qui travaillent avec moi, qui m'ont compris et qui m'ont écouté et je pense qu'il faut, dire les choses, en fait. C'est vrai que j'ai du mal à être honnête avec eux, les premières fois pour leur expliquer les raisons, de mon envie de partir parce que je voulais pas, encore une fois, reparler de tout ça, d'insérer en plus ma maladie dans le milieu du travail, enfin ma maladie, mes troubles et donc j'ai préféré ne pas être honnête et puis en fait, ils n'ont pas compris évidemment et ensuite, j'ai décidé juste d'être honnête et de leur dire les choses et ils ont compris et c'est humain et c'est là aussi que j'ai commencé à voir mon psychiatre. Et avec ce psychiatre, qu'est-ce qu'il y avait de différent dans la prise en charge par rapport à celle que tu avais pu avoir auparavant? Ce qui m'a marqué, c'est lorsque je suis arrivé chez lui, que je lui ai exposé un peu la situation, il m'a rassuré, il m'a fait: «Mais en fait, vous traversez une dépression, vous souffrez». J'en avais conscience, mais qu'un professionnel te le dit, ça te fait réaliser: «Ah ouais, en fait, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, donc peut-être qu'effectivement il a raison, peut-être qu'il faut passer par une voie, alternative». En fait, il m'a parlé plus du médicament, de la molécule, comment elle fonctionnait, donc il y avait un aspect un peu scientifique qui faisait sens et qui m'a un peu intrigué et intéressé et ouais, il a dédiabolisé un peu le fait de prendre un médicament, ça m'a rassuré et j'ai foncé, je lui ai fait confiance. Et ce médicament que tu as pris, ça a mis combien de temps, à agir? En fait, on a commencé ensemble sur un autre, médicament et je l'ai pas du tout, j'ai eu du mal à le gérer. Je me sentais encore plus angoissé, j'avais l'impression j'avais un œil qui partait là et l'autre qui partait là, c'était trop bizarre et donc on a mis du temps à trouver la bonne molécule qui joue, justement sur, le fait de passer à l'action et ça m'a tout de suite convenu. Il y a eu une période, d'adaptation qui était un peu difficile, mais après ça, je me suis senti beaucoup mieux assez rapidement. Je dirais un mois, au bout d'un mois, je me sentais déjà bien. Donc on le sait, tous les médicaments, quels qu'ils soient, peuvent avoir des effets indésirables. Toi, dans ton cas, ces antidépresseurs ont eu, quoi comme effet indésirable? Au début de la prise, j'ai eu des problèmes de sommeil. J'avais testé d'ailleurs des somnifères enfin, je suis rentré dans un process, qui n'allait pas du tout et j'ai mal, géré les somnifères, je recommande pas. Enfin, ça dépend, comment vous l'appréhendez. Beaucoup de fatigue, en fait, ça m'a beaucoup fatigué au départ. Beaucoup de sudation aussi, notamment la nuit. Et encore aujourd'hui, dès que j'ai un moment de stress ou si je suis enfermé ou je suis très rapidement, notamment du front et du dos. Ça, c'est vraiment des choses que j'ai vues, apparaître, de manière assez intense. La perte de libido aussi, c'est, pas systématique, mais pendant un temps, c'est vrai que j'avais plus forcément d'appétit sexuel. Ça peut jouer effectivement là-dessus. Je pense que les effets secondaires, c'est surtout quand tu l'arrêtes, au mauvais moment et pas de la bonne manière. J'ai voulu me faire un auto-sevrage et j'ai simplement arrêté le médicament tout de suite et c'est une très mauvaise idée. Je recommande pas. Tu parlais tout à l'heure de la nécessité de concilier thérapie et médicaments. Pendant ce premier mois, est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui ont été mises en place pour, enfin qui ont pu contribuer à ton amélioration? En plus du médicament, j'ai essayé de trouver aussi moi des moyens de me sentir mieux. Donc le médicament m'a aidé à faire des choses. Donc j'ai fait du sport, j'ai commencé à faire de la méditation, à lire beaucoup aussi, à réfléchir. Enfin, j'ai vraiment pu prendre le temps en fait de réfléchir à ce que je voulais faire et à prendre soin de moi. Ça peut paraître bête, mais en vrai, ça m'a aidé. Et puis, d'en parler aussi, c'est vrai que cette période, j'étais en couple, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'a aussi beaucoup accompagné, là-dedans. C'est vrai que c'est important quand on vit ça, seul, c'est pas très fun, donc d'avoir quelqu'un qui nous épaule, c'est bénéfique. Bah, ce qui m'a aidé après, c'est que je me suis, j'ai foncé dans le travail. En fait, j'ai eu quelques mois, entre guillemets «de pause» pour, juste souffler et passer à autre chose et donc faire le point. Et après j'ai lancé mon activité, pro, seule avec, mes idées, ce que j'avais envie de faire et je me suis pris de passion pour ça. Je pense que dans un sens, ça m'a aussi aidé à avoir des objectifs, à passer à l'action et à aller mieux. Tu
Tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, et même dans la nature même de tes troubles, il y a une forte composante relationnelle, sociale. Est-ce que ça a eu des impacts, on va dire, importants sur tes relations avec ta famille, tes amis, tes relations amoureuses, professionnelles? Tu en as déjà parlé un peu. Est-ce que tu peux approfondir peut-être un peu Ouais. sur ces conséquences? C'est vrai que je me rappelle toujours des mots de ma mère qui me dit: «Mais je comprends pas Guillaume, t'es toujours fatigué, t'as toujours mal à la tête», ou mon frère qui comprend pas pourquoi j'ai pas envie de certaines choses, pourquoi je me sens mal, pourquoi lorsqu'on va dans un centre commercial, je tire la gueule. Et je pense que je leur en veux pas, c'est de l'incompréhension parce que même moi à l'époque j'avais du mal à le formuler. Maintenant, je pense qu'ils comprennent un peu plus, mais c'est vrai qu'ils se sont surtout inquiétés pour moi du fait de me voir comme ça. Mais c'est vrai que c'est des troubles qui te prennent beaucoup d'énergie. Donc, généralement, c'est vrai que tu as souvent mal à la tête, tu es souvent fatigué. C'est des troubles qui te font te dévaloriser. Donc, tu n'as pas beaucoup confiance en toi. Et je pense aussi avoir un peu du mal avec la dimension intime, tu vois. Même si quand je suis avec quelqu'un, je peux être très tactile et tout. Mais si c'est quelqu'un que je connais pas, le fait d'être touché, tu vois, je pense que ça réévoque certaines choses et même au niveau sexuel, ça peut être un peu délicat pour moi. Il faut vraiment que je me sente en confiance, sinon j'ai du mal à me laisser aller et à regarder la personne. Et pour le coup, je suis quelqu'un de très sociable, je pense. Mais c'est sur certaines situations, les troubles vont revenir. Par exemple, tu vois, même je me rappelle lors de mes études où il fallait faire des présentations devant, je sais pas, 150 personnes. J'étais hyper à l'aise parce que c'est cadré, parce que je sais ce que je vais dire et je fonce. Et il y a cet aspect un peu de performance, tu vois, et j'aime bien cette idée-là. Mais dès qu'il s'agit d'imprévus, d'être un peu plus naturel, d'avoir de la répartie, là, je suis pris de court et il y a 1000 trucs qui se passent dans ma tête et il y a tellement de choses qui se passent que t'en perds ta vision naturelle, en fait. T'es plus naturel, t'es plus là. Bah oui, je pense que niveau amour, ça a joué. Enfin, tu vois, même dans ma dernière relation, il comprenait pas pourquoi je tirais toujours la gueule, pourquoi j'étais toujours stressé, pourquoi j'étais toujours comme ci, comme ça. Donc oui, ça joue. C'est vrai que ça doit être fun de voir une personne triste quand tu vis avec. Et après, oui, avec mes amis, aujourd'hui, c'est différent parce que ça va mieux. Mais je me rappelle de fois où j'étais dans un bar et tu vois, devoir me lever pour aller aux toilettes du bar. C'était une épreuve pour moi. C'était impossible parce qu'il y avait ce laps de temps durant lequel tu vas te lever, passer devant les gens, tu vas être regardé alors qu'ils n'en ont rien à faire et tu vas devoir revenir. Et ça, c'était difficile pour moi. Ou même être à un passage piéton debout, devoir traverser, bah, il y a cette période de latence où tu es debout comme ça. Et ça, c'était très angoissant pour moi. Donc oui, du coup, ça a généré des évitements aussi. Avec mes amis, il y a des événements auxquels je n'ai pas voulu aller. L'anniversaire de mon meilleur ami, une fois, je n'avais pas pu... Enfin, j'avais pas eu la force d'y aller. Et ils m'en ont voulu, mais après, tu vois, ils comprennent aussi. Parce que je suis transparent sur les troubles et je pense qu'il faut en parler pour désamorcer l'angoisse. Tu as évoqué à plusieurs reprises le fait de perdre un peu son caractère naturel, perdre un peu son identité aussi. Tu parlais beaucoup de s'identifier à sa maladie. Ça fait quoi justement de se sentir malade? À quel moment on commence à se sentir malade et à se définir par sa maladie? Oui, lorsque tu perds ta spontanéité et lorsque tu es plus présent, en fait. Quand tu sens que tu es bloqué, que tu n'arrives plus à dire certaines choses ou j'ai des situations en tête, enfin, il y en a plein qui me viennent en tête, mais quelqu'un qui me parle, tu vois, au travail, qui me raconte quelque chose de génial et moi je suis là, je la regarde, je me dis: «Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce que je vais répondre?» Et en fait, tu perds tellement le fil, parce que tu penses au fait qu'elle te regarde, donc déjà il faut que tu soutiennes son regard. Ensuite, il faut que tu comprennes ce qu'elle dit, donc il faut que ça arrive jusque dans ta tête. Après, tu te dis qu'elle te regarde et peut-être qu'elle juge la manière dont tu es coiffé aujourd'hui ou habillé. Après, tu te dis: «Merde, elle va voir que je tremble. Merde, elle va voir que je commence à suer alors que tu sues pas». Après, tu te dis: «Merde, je vais tomber dans les pommes». Mais en fait, tu perds juste le fil de la conversation et la meuf, elle te parle, mais elle parle à un mur, quoi. Et c'est là que tu te dis: «Waouh, il y a un problème, en fait». Et c'est bloquant, c'est frustrant et tu te dis: «Ouais, en fait, je perds, je peux même plus parler naturellement avec quelqu'un, quoi». Et c'est là où ça prend le dessus. Et ça provoque quoi comme émotion de se dire ça, dire je suis plus moi-même en fait? C'est quoi? C'est
C'est de la peur que ça empire, c'est du dégoût de soi, c'est de la colère envers la maladie, c'est quoi? Bah, sur des situations comme ça, tu vois, parce que je l'ai encore en tête, mais je me rappelle être allé aux toilettes et me dire: «Putain» et là tu souffles et ouais, c'est de la colère. C'est de la colère, tu en as marre et c'est frustrant et du coup, tu perds confiance en toi et c'est un cercle, vertueux parce que tu dis: «Bah, prochaine fois, je vais juste éviter ce genre de situation, comme ça j'aurai plus jamais affaire à ça». Sauf que ça entretient les troubles et ça devient de plus en plus vif et mais ouais, tu perds confiance en toi totalement et de la colère, ouais. Tu nous as dit qu'aujourd'hui ça allait mieux, que tu te sentais mieux et que ton traitement était aussi, efficace sur des symptômes, sur ton ressenti, sur tes émotions et que ça t'a permis aussi de lancer ta propre activité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de quoi il s'agit? Effectivement, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Là, je vais passer en sevrage, donc je suis assez content. J'attends avant de me prononcer parce qu'on ne sait jamais comment on réagit. J'ai eu la très mauvaise idée une fois de vouloir arrêter seul pensant que ça allait bien se passer et j'ai fini aux urgences 2 jours plus tard parce que ça n'allait pas du tout, je suais, ça n'allait pas. Et donc oui, aujourd'hui, je fais des vidéos sur internet. J'ai encore du mal à dire que je suis créateur de contenu, mais ça, c'est le syndrome de l'imposteur qui refait surface. Mais oui, aujourd'hui, je suis à 100 là-dedans. Je parle de musique parce que ça a toujours été, ma passion, j'en ai fait aussi mon travail et donc aujourd'hui, je fais des vidéos sur YouTube, sur, les réseaux annexes pour, bah, justement décrypter la musique pop, parler de ces artistes et des musiques qui ont marqué un peu notre génération. Cette activité, il semble que ça fonctionne pas mal. Tu as une belle communauté auquel tu as déjà fait part de tes troubles, à plusieurs reprises. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de leur en parler et comment est-ce que ça a été reçu? En fait, j'ai voulu en parler parce que, avant de lancer cette, chaîne, je m'étais posé des questions. Je savais pas comment agir, si je devais, être un autre personnage pour, captiver les gens et puis, en fait, j'ai décidé juste d'être, moi-même et c'est vrai que même dans mes vidéos, si je parle, par exemple, je sais pas, de Selena Gomez ou de Britney Spears, il y a toujours des choses à dire sur la santé mentale et même elles prennent la parole à ce sujet-là. Ce qui permet aussi de démocratiser la prise de parole et de plus avoir peur et que ce soit plus un tabou. Et en fait, je me suis dit qu'en 2013, tu vois, lorsque j'ai découvert le terme de phobie sociale, j'osais pas trop en parler parce que bah, j'avais peur de ce que ça pouvait représenter, de ce que les gens allaient pouvoir penser de moi en me disant ils vont penser que je suis fou ou un truc comme ça. Donc je me suis dit, si à ma petite échelle, je peux, justement, parler de ça ouvertement et suivre, justement cette tendance du fait de parler, librement de la santé mentale et bien, si ça peut aider, ne serait-ce qu'une personne, bah, je serais trop content et je pense qu'il faut que ça continue dans ce sens-là. Et puis, j'en ai parlé parce qu'en fait la création de cette chaîne, elle est aussi étroitement liée à la dépression et à ces troubles-là parce que ça m'a clairement aidé, à aller mieux. Ça m'a clairement aidé aussi à me sentir moi. C'est la première fois où, tu vois, je me suis senti fier, j'ai encore du mal à dire le mot, mais j'étais fier de moi de faire quelque chose où je me sens moi, quelque chose qui me plaît, quelque chose pour lequel j'ai travaillé dur et ça m'a tellement aidé. Ça m'a aidé aussi à sortir de la dépression. Du coup, je me suis dit: «Il faut que j'en parle», je crois, c'était il y a quelques mois, j'en ai parlé ouvertement en disant que justement, j'ai parlé de l'histoire de cette chaîne, que ça prenait ses origines, par rapport à ce qui s'est passé dans ma vie personnelle et ça a été très bien reçu. J'ai été surpris, en fait, de voir les gens qui sont venus me voir, le nombre de gens qui sont venus me voir en privé pour me dire: «Ah, c'est génial, que tu en parles, j'ai l'impression de me voir à travers tes mots. J'ai l'impression de, moi aussi, d'être passé à plusieurs reprises à côté de ma vie. Moi aussi, je n'ai jamais osé. Et c'est peut-être que ça rassure aussi les gens de voir qu'ils ne sont pas seuls dans cette situation, parce que c'est vrai que enfin, même la dépression et les troubles anxieux, c'est des choses qui t'isolent beaucoup et tu vas beaucoup te replier sur toi-même et tu peux aussi, bah, du fait d'éviter un tas d'événements et de personnes, bah, te retrouver seul. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ressentent ça encore une fois, si à ma petite échelle, quelqu'un peut, se voir dans ces mots et se sentir aussi moins seul, bah, je serais vraiment content, quoi. Toi, tes troubles ont commencé il y a une dizaine d'années maintenant. Est-ce que tu as l'impression qu'on parle plus de la santé mentale aujourd'hui qu'il y a 10 ans? Et à ton avis, qu'est-ce qui aurait pu t'aider aussi à l'époque à mieux comprendre, ce dont tu souffrais et aussi à mieux l'accepter? Ah oui, je pense qu'il y a un fossé quand même par rapport à il y a 10 ans. Les gens en parlent plus librement.
ne serait-ce que dans les médias ou même des personnalités qui en parlent. On voit que ça change et franchement, c'est une bonne chose. Ce qui m'aurait aidé à l'époque, peut-être avoir plus de prévention, parce que finalement, c'est des choses que tu cherches toi-même sur internet et tu peux très vite tomber sur des forums, tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, peut-être plus de prévention, plus de personnes qui assument, prendre la parole à ce sujet parce qu'en fait, au fur et à mesure, tu vois, même d'en parler, ça a eu plusieurs conséquences. Déjà, je me sens moins seul. Maintenant, je le dis beaucoup plus librement, parce que, bah, comme je te disais tout à l'heure, ça désamorce l'angoisse. Rien que de le fait de le dire, la personne comprend et tu sais que ça sécure un peu, l'environnement. Donc j'ai plus de facilité à le dire et je me suis rendu compte, mais qu'énormément de personnes avaient, ce genre, de troubles, en fait, que ce soit, enfin, c'est à différentes échelles, mais j'ai été surpris du fait de voir qu'il y ait autant de personnes qui partagent aussi ces situations-là. Donc oui, moi, si je suis égoïste, je me dis: «Je me sens moins seul», mais de leur côté, c'est cool aussi parce que peut-être qu'elles aussi, c'est des personnes qui n'osent pas en parler et d'échanger à ce sujet, bah, je trouve ça génial parce que ça permet d'avancer, ensemble et puis, réaliser que c'est humain, quoi. Donc je pense que ce qui m'aurait aidé à l'époque, ça serait d'en parler plus librement. Ça aurait été d'avoir peut-être plus de prévention sur la santé mentale parce que même si ce sont parfois des choses qui ne se voient pas, bah, ça reste quand même, des problèmes, qui peuvent t'empêcher d'avancer et encore une fois te mettre des barrières et te, bah, gâcher la vie. La question traditionnelle que j'aime bien poser, c'est si tu devais te décrire en un ou deux mots, ce serait quoi? Waouh! Bah, je dirais doux. Doux, parce que c'est vrai que je suis rarement dans un sentiment de colère, j'évite, souvent le conflit. Mon père se moque toujours de moi parce que j'utilise souvent le terme, «je suis posé». J'aime bien me poser et donc je dirais oui, doux et humble, enfin, je suis quelqu'un de très simple. Qu'est-ce qui te fait du bien aujourd'hui? Eh bien, ce qui me fait du bien, ce qui me fait du bien aujourd'hui, c'est de travailler. Toute cette activité autour, de cette chaîne YouTube, bon, c'est vrai que ça peut paraître simple, hein, ce sont des vidéos, je parle de pop, enfin, c'est un sujet qui me passionne, mais en vrai, c'est beaucoup plus profond que ça pour moi. Je dirais pas que c'est un échappatoire non plus, en fait, c'est juste, l'extension de moi, donc je kiffe, ce que je fais, de voir qu'il y a des en fait, de lire les commentaires des gens tous les jours, ça fait trop du bien, ça fait trop plaisir et ça me motive encore à faire plus. Puis je m'éclate à faire du contenu, j'écris, je lis beaucoup, et c'est génial. Enfin, franchement, c'est trop bien et ça m'a ouvert aussi des portes, j'ai rencontré des personnes formidables, donc c'est vraiment trop bien et l'autre chose qui me fait du bien, bah, ce sont mes amis que pendant plusieurs mois, malheureusement, je les ai un peu abandonnés, m'en ont voulu. J'ai voulu prendre un peu de distance par rapport à eux, mais pas de manière, volontaire. C'est juste que j'allais très mal et je voulais être mal seul pour que la souffrance soit encore plus forte, mais ça, c'est pas bien et le fait de les avoir retrouvés, bah, ça il y a eu un petit moment effectivement pour qu'ils puissent, récupérer, ma confiance, mais j'ai pu là en discuter avec eux. Je pense que la majorité d'entre eux ont compris. On a beaucoup parlé, ils m'ont dit aussi qu'ils avaient mal, vécu le fait ils se sont sentis abandonnés, en fait et je pense une des paroles qui m'a le plus marqué, c'est: «Mais Guillaume, en fait, oui d'accord, tu pas bien, mais tu nous as abandonnés. Moi, j'ai vécu ça, ça, ça et j'avais besoin de t'en parler, pour aller mieux» et je me suis dit: «Ah merde, en fait, j'ai pas été, là pour eux à cet instant-là» et j'ai eu l'impression d'avoir peut-être été un peu égoïste à certains moments. Donc en fait, de les retrouver, eh bien, je réalise à quel point c'est important d'avoir, une vie sociale aussi, de pas s'isoler, de juste de ressortir, de penser à autre chose parce que oui, certes, je suis à fond dans le travail, mais parfois on peut aussi, foncer tête baissée dedans et encore une fois, de nouveau s'isoler et s'empêcher de sortir et juste là, j'ai l'impression de revivre, de retrouver le moi d'avant et ça fait du bien, quoi. Est-ce que tu as des projets pour les mois ou les années à venir dont tu aimerais nous parler? Oui, il y a des projets à venir, déjà de continuer ce que je fais, sur YouTube parce que comme je te disais, ça me fait un bien fou et j'aimerais aller encore, plus loin. Récemment, j'ai eu la chance d'être contacté par les équipes de C Stars chez Canal+ pour, présenter
une émission sur Snapchat où là aussi on décrypte la pop culture. C'était d'ailleurs un peu une épreuve pour moi parce qu'il y a certains contenus que j'ai dû tourner devant eux et c'est vrai que j'étais pas trop à l'aise. J'étais plutôt habitué à faire ça chez moi tout seul, mais c'était un bon exercice, un bon challenge pour quelqu'un qui souffre de phobie sociale. Et j'aimerais beaucoup faire évoluer le format YouTube. Pourquoi pas aller sur du live. Ça m'a aussi ouvert d'autres portes sur de la voix off, sur des événements où il faudrait organiser une soirée axée sur la pop culture sous forme de quiz, où là, tu vois, je vais devoir être devant peut-être 70 personnes. Et du coup, j'aime bien cette idée-là parce que même si ça me fait peur, même si ça me stresse, même si je vais devoir justement être naturel et bien affronter tous ces regards, je pense que plutôt que de penser à l'angoisse que ça va me générer, au stress que ça va me générer, je pense surtout à l'après. Et je pense que je vais être très fier de moi de l'avoir fait et j'ai envie d'aller au bout de ce challenge. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver? Parce que tu as parlé plusieurs fois de ta chaîne, mais n'a pas forcément donné le nom. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, vous pouvez me retrouver sur YouTube. Ma chaîne s'appelle Popslay. Je suis aussi sur Instagram avec le même username, sur TikTok, si vous êtes des TikTokers. Et sur Snapchat. L'émission s'appelle C-Star BPM. Mais je suis principalement sur YouTube. C'est vraiment un peu mon bébé YouTube. Donc, c'est vraiment là où je m'éclate le plus, où je propose des formats beaucoup plus complets et longs. Donc voilà, il y a j'ai plein d'idées de formats à décliner et j'ai trop hâte. Est-ce que tu as un message à faire passer aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent et notamment à ceux que tu connais peut-être le mieux, c'est-à-dire les plus jeunes? Oui, ce que je veux dire, c'est que si des personnes sont très réservées, hypersensibles ou atteintes de troubles anxieux ou très timides, je veux juste dire que ça ne les empêche pas d'être des personnes très créatives, des personnes qui osent faire des choses, des personnes qui peuvent rêver beaucoup plus grand et que cela ne doit pas mettre de barrières dans leur vie parce qu'ils ne sont pas la maladie. Il faut qu'ils réfléchissent à ce qu'ils sont eux et il faut savoir se relever à chaque épreuve, mais faut croire en soi et retrouver sa confiance. Et le deuxième message, c'est d'en parler, que ce soit avec un thérapeute ou avec ses amis. Il ne faut pas avoir honte de ces troubles anxieux ou dépressifs. Enfin, je veux dire, c'est la vie, c'est humain et ça touche tellement de personnes au final que le fait d'en parler, ça va aider à libérer la parole, ça va aider à désamorcer ces troubles-là et ça va les aider tout simplement à s'orienter vers une guérison. Donc il faut en parler le plus possible. Merci Guillaume d'avoir participé à cette émission et d'avoir partagé avec nous ta bonne humeur et ton sourire. Merci beaucoup. On te souhaite tout le meilleur pour la suite et on était très ravis de te recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Vous venez d'écouter Les mots bleus, un podcast de Place des Sciences. La musique a été composée par Alex Rocher, les illustrations sont de Manon Combe. Si vous souhaitez partager votre expérience avec nous, vous pouvez nous écrire à podcast@placedesciences.fr. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Encore une fois, si vous vous reconnaissez dans un témoignage ou ressentez un mal-être psychique et avez besoin d'en parler, n'hésitez pas à consulter un professionnel ou à vous rapprocher des associations de patients. Des ressources sont également disponibles sur notre site placedesciences.fr. Merci encore et à très bientôt.